Bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc Tirel, qui est actuellement formateur indépendant, mais après un long parcours, notamment en entreprise. Marc Tirel, nous l'accueillons parce qu'il a une réflexion très avancée sur la question de la confiance. Alors, la question de la confiance dans une société, c'est quelque chose d'essentiel. Et ce qu'il veut dire aujourd'hui, c'est qu'il sent une évolution dans ce phénomène. Et je voudrais d'abord qu'il nous dise en quelques mots ce qu'il entend par là. Alors, merci de m'accueillir. Oui, alors ce que j'entends par là, ce que je nomme souvent, c'est qu'en fait la confiance est en train d'évoluer. Et j'appelle ça la grande transition de la confiance. Alors, pourquoi j'en parlais de la confiance ? Au départ, c'est d'abord constater qu'il y a beaucoup de défiance dans nos sociétés. Et ces défiances, elles concernent beaucoup de nos organisations, de nos institutions. Donc, concrètement, le monde politique, on voit bien que les taux d'abstention aux élections sont de plus en plus importants. Donc, premier phénomène de défiance. Grosse défiance aussi vis-à-vis du monde de la communication, des journalistes, des médias. Grosse défiance aussi vis-à-vis du monde des entreprises. Là aussi, l'actualité nous couvre de ces exemples, à commencer par exemple peut-être par le cas de Volkswagen, avec des voitures qui finalement polluent plus que ce qui était prévu, ce qui était annoncé en tout cas dans les faits. Mais ça va bien au-delà. Il y a dans différents secteurs, par exemple le domaine de l'agriculture ou de l'alimentation, où on se rend compte jour après jour qu'il y a des scandales, que les pesticides sont présents partout, que ça nuit à la santé. Après, il y a des catastrophes écologiques aussi. Donc voilà, les entreprises ne sont pas non plus épargnées par ce phénomène de défiance. Et puis, je pourrais continuer la liste avec le domaine ne serait-ce que de l'éducation. On est ici dans une école, ou une université plus exactement. Et là aussi, on sent que le monde des institutions traditionnelles qui ont construit nos sociétés, que ce soit les institutions donc, État, école, mais aussi religion, sont en train de se fissurer, en tout cas de se transformer, et la confiance évolue. Et donc aujourd'hui, je résume le questionnement par « mais en fait, en qui, en quoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai confiance ?» Donc ça me paraît être une question centrale que tout le monde se pose à un moment donné en se disant « mais quelle source d'information est-ce que je peux croire ? Est-ce que je fais plutôt confiance à ma famille d'abord, déjà à moi-même, forcément ?» Ça, c'est la première clé de la confiance, elle se situe en nous. Et puis au-delà, le cercle grandit. Et en général, ça se passe par souvent ce qu'on appelle aussi les liens du sang ou les liens du territoire, c'est-à-dire mes proches. Et là, on va se dire, ok, j'ai confiance dans simplement les gens que je connais, ma famille, éventuellement mon entreprise. Et encore, c'est peut-être pas mon entreprise, c'est mon équipe ou mon manager, peut-être. Donc voilà un peu comment je présente la question de la confiance et sans pour l'instant aborder les nouvelles formes de confiance. Oui, mais vous dites, si j'ai bien compris, qu'il y a une évolution. Alors, qu'est-ce que vous voyez où vous situez cette évolution? Et est-ce qu'elle va jusqu'à la confiance que l'on fait à son propre jugement, qui est quand même, depuis 500 ans, la base de la confiance? Alors, bien sûr. Alors là, c'est effectivement le fondement, comme vous venez de le redire. Elle réside d'abord et avant tout la confiance en soi, et dans son jugement, et dans ses valeurs, et dans vraiment une confiance plutôt d'ordre à la fois intuitive ou en tout cas profonde et intérieure. Et alors, les formes de confiance qui naissent aujourd'hui sont plus des formes de confiance qui vont être réparties, distribuées, et qui reposent énormément, voire essentiellement, sur Internet. Alors, répartie, ça veut dire quoi? Alors, répartie, donnez-moi un exemple. Alors, un exemple. Alors, aujourd'hui, il faut voir que ces formes de confiance sont vraiment naissantes, donc balbutiantes. Mais je vais quand même donner un exemple à travers quelque chose que tout le monde connaît. On va prendre les réseaux sociaux, les fameux réseaux sociaux.
Alors tout le monde a entendu parler, adhère ou au contraire est horripilé par les Facebook, les Twitter et tous ces réseaux sociaux. Et aujourd'hui, de plus en plus, par exemple, un exemple très concret, lorsque quelqu'un me demande à être ami avec moi sur un de ces réseaux sociaux, quel va être mon réflexe? Ça va être de voir, mais qui est cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle me demande sa relation? Ce n'est pas une amitié, mais plutôt le lien. Pourquoi veut-elle créer un lien? Et comment je vais essayer de juger ça? Je vais dire, est-ce qu'on a déjà un certain nombre d'amis en commun? D'accord? Et donc ça, en général, le système, donc en l'occurrence Facebook, va le proposer en disant, voilà, vous avez déjà 10, 1, 100 amis en commun. Et donc ma confiance, elle va reposer non pas sur la personne que je ne connais pas, je connais juste le nom, mais elle va reposer sur le réseau relationnel commun que nous partageons. Et donc cette confiance-là, elle est fournie, elle est rendue possible grâce à la technologie, grâce aux réseaux sociaux, enfin à la techno, qui va nous permettre de savoir immédiatement, qui va nous donner un certain nombre d'informations à partir desquelles on va pouvoir poser un degré de confiance, alors on peut appeler ça de la confiance, ou de la confiance a priori. Voilà. Donc ça, c'est un exemple très concret. Maintenant, il y en a d'autres. On pourrait très bien imaginer, vous avez probablement entendu parler de ces fameux réseaux sociaux aussi, et ces fameux sites collaboratifs dans le domaine des déplacements, de la voiture. Donc, qui n'a pas entendu parler aujourd'hui de Blablacar, Drivey et autres Airbnb? Là, le phénomène de confiance, il se dessine à travers ce qu'on appelle la réputation de la personne. Dans ces systèmes, on est invité, qu'on soit utilisateur ou offreur de services, à évaluer la qualité de la relation qu'on a eue avec la personne. Donc, est-ce que la personne était à l'heure? Est-ce que la voiture qu'il m'a proposée était correcte, comme décrite dans le contrat? Comment a été évaluée la personne par les personnes qui ont eu affaire à lui dans les semaines, les mois et les années précédentes? Et à partir de là, je vais pouvoir, en temps réel et immédiatement, me faire une idée du niveau de confiance que je vais pouvoir donner à la personne, a priori sans, encore une fois, la connaître. Et ça, ces questions de réputation sont essentielles, et c'est aussi une forme de confiance qui va reposer sur ce que me proposent ces fameux logiciels, que ce soit Uber, Airbnb, etc. Oui, mais alors là, il y a deux choses que vous dites. Vous dites, premièrement, les réseaux sociaux fonctionnent comme un accélérateur d'amitié. Et de confiance aussi, dans certains cas. De confiance aussi. On dirait dans le temps, on se renseignait auprès des voisins pour savoir si on pouvait... et a priori, on faisait plus confiance à quelqu'un qui était présenté par sa concierge plutôt que quelqu'un qui ne se présentait connu de nulle part. Exactement. Et deuxièmement, ce que vous dites, c'est que la réputation, ça c'est autre chose, c'est la réputation construit d'autres modes de reconnaissance. Exactement, tout à fait. Et alors, quoi c'est nouveau alors? Alors là où ça change, c'est qu'auparavant, cette confiance, elle émanait, me semble-t-il, de deux sources principales. C'est-à-dire, comme vous venez de le dire, elle émanait de ses proches, des personnes qu'on connaissait, et en général c'était sa famille, c'était lié beaucoup à la géographie, à son territoire dans lequel on évoluait, et puis aussi elle émanait plutôt d'une confiance par le haut, c'est-à-dire la confiance dans nos institutions, dans l'État, dans la monnaie, en ce qui nous concerne maintenant c'est l'euro, donc on a de la confiance comme ça qui arrive par le haut. Et puis de la confiance qu'on va qualifier peut-être qu'on peut qualifier de territoriale ou de locale. C'est-à-dire vraiment son tissu relationnel et social. Voilà. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est un changement fondamental dans le fait que la confiance, de plus en plus, elle passe d'une notion géographique, limitée, familiale, de voisinage, à une confiance basée sur le sens et non plus sur le sang, quelque part. Le sens au sens où je vais pouvoir me relier sur le net avec des personnes qui partagent un certain nombre de choses avec moi. Donc ça peut être des liens d'amitié, mais ça peut être aussi des valeurs profondes, ça peut être des croyances, ça peut être des convictions, enfin voilà. Et ça, je vais pouvoir me relier de façon aterritoriale. Donc on voit bien que la confiance se distribue
Et là, je vais pouvoir être en relation avec des personnes dans le monde entier qui partagent peut-être la même langue, ou alors l'anglais, et avec lesquelles je vais pouvoir œuvrer ensemble. On va pouvoir œuvrer ensemble à un certain nombre de projets. Donc ça, c'est vraiment une confiance distribuée. Et puis, une autre forme qui est en train d'émerger, qui est vraiment naissante et qui est encore difficilement palpable, c'est ce qu'on appelle la confiance du pair à pair. Alors les deux sont liés, hein, celle que j'évoque. Et là, la technologie a fait des progrès dans les 5 à 6 dernières années. Il y a des mécanismes technologiques qui permettent de créer de la confiance distribuée, pair à pair. Alors on appelle ça, le terme en anglais, ça s'appelle blockchain. En français, c'est chaîne de blocs. C'est sur cette même technologie que repose la fameuse monnaie dont on a beaucoup entendu parler, qui s'appelle le Bitcoin. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres monnaies qui reposent sur cette technologie. Et au-delà de la question économique, cette technologie permet à terme, alors tel que les gens la décrivent aujourd'hui, elle va permettre de s'affranchir d'un certain nombre de tiers de confiance. Et c'est là où ça devient très, très, très à la fois disruptif et intéressant, même si c'est encore très fragile, hein, puisque tout ça est en train de naître aujourd'hui. Mais certains qualifient cette nouvelle technologie d'un bond aussi, voire plus important qu'Internet lui-même. Oui, mais d'accord, j'entends bien, mais je voudrais quand même que vous reveniez sur le phénomène qui me semble le plus important, qui est celui de la réputation. Oui. Est-ce que, et que vous m'expliquiez en quoi ce phénomène de réputation peut être différent du phénomène de réputation qui s'est toujours construit dans l'univers commercial. La confiance dans l'univers commercial, c'est quelque chose d'extrêmement profond, même si on est en France et certains discours critiques ignorent totalement cette dimension, mais c'est la base de l'économie. Et justement, elle s'est fondée sur la réputation. Vous, par exemple, dans l'univers financier, vous étiez réputé fiable. Si vous êtes réputé non fiable, vous êtes, entre guillemets, sorti. Et en quoi ces phénomènes seraient nouveaux ? Ils se démultiplient, mais en quoi ces phénomènes seraient nouveaux ? Alors, il y a au moins, je peux répondre sous deux angles. Le premier, c'est que dans la nouveauté, c'est qu'on va pouvoir faire confiance de façon beaucoup plus rapide qu'avant à des gens qu'on ne connaît absolument pas. Donc c'est là où ça change la donne. Auparavant, dans les siècles précédents, la confiance se constituait dans la durée, dans le temps. C'est un phénomène où on construit sa confiance et on voit bien que c'est quelque chose qui se construit dans le temps, vraiment qui prend un temps long, qu'on peut qualifier de long. Alors, ça peut quelques mois, une année, voire plusieurs, avant de construire une confiance solide dans son réseau, dans son entreprise, dans ses partenaires. Là, avec Internet, la confiance va pouvoir, a priori, s'accorder ou se construire de façon beaucoup plus rapide. Et conséquence aussi, va pouvoir aussi se détruire et se déliter de façon aussi très rapide. Donc c'est là où il y a un premier changement fondamental, c'est dans la rapidité avec laquelle je vais pouvoir donner de la confiance à quelqu'un. Et là où ça change, c'est que cette confiance, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elle est donnée par la technologie, elle est rendue possible par la technologie distribuée. Alors, c'est la question qui apparaît, est-ce qu'elle est rendue possible par la technologie qui démultiplierait certaines choses qui sont latentes, ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est créé par la technologie ? Il n'y a rien de nouveau. Les mécanismes de confiance, à mon avis, sont des mécanismes ancrés dans nos gènes, quelque part, et qui relèvent aussi de notre être profond. Et donc ça, c'est là où ça change, c'est dans le fait que, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, le vrai changement, il est dans la médiatisation, c'est-à-dire je vais faire confiance aujourd'hui à quelqu'un que je n'ai jamais vu, que peut-être je ne rencontrerai jamais aussi,
Tout ça à travers du code qui m'arrive, enfin un écran en l'occurrence, qui va me permettre d'accéder à un certain nombre d'informations qu'auparavant je n'avais pas. Ces informations, avant, je les captais par la rencontre avec quelqu'un. Là, je vais les capter autrement. Je vais les capter par rapport à un historique, par rapport à des algorithmes qui vont calculer un certain nombre de choses, qui vont me servir un certain nombre d'informations sur la personne, sur les relations, sur un certain nombre d'indicateurs. Et après, à moi de dire, par rapport à ces indicateurs, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'accorde ce degré-là de confiance, ou plutôt plus élevé? Ben, voilà, ces phénomènes de réputation-là, auparavant, on ne les avait pas. Aujourd'hui, le grand changement, il est à la fois dans l'accessibilité, la transparence à ces informations et la rapidité à laquelle on y accède. Bon, je comprends ce que vous dites, mais est-ce que vous voyez des choses, des déplacements, des évolutions importantes qui seraient susceptibles de modifier, y compris les institutions? Alors oui, parce que derrière ces phénomènes de confiance distribués, il y a tout un tas de métiers qui vont devoir se remettre en question, et pas les moindres. Tous les métiers qui sont de l'ordre de tiers de confiance, justement, sont à terme. Alors lesquels? On peut penser à celui du notaire, Pourquoi celui il est tiers de confiance? de l'avocat, celui de la banque, celui de l'assurance. En fait, ce sont des métiers où on sert d'intermédiaire entre deux ou des groupes de personnes qui, d'un côté, vont avoir des besoins de s'assurer, d'autres vont pouvoir financer ces besoins d'assurance. Dans d'autres cas, ça peut être les besoins de sécuriser et des documents, des contrats. Donc, tous ces tiers de confiance vont pouvoir, à terme, être remplacés par des mécanismes pair à pair, distribués sur Internet. Y compris aussi, dans ces changements, on parle beaucoup d'Uber et de ces sites qu'on a évoqués tout à l'heure, par exemple pour les voitures ou le domaine de l'habitation et de l'hébergement. Ces sites vont pouvoir aussi être ubérisés, c'est-à-dire c'est ça où les choses vont très très vite en ce moment, c'est qu'on imagine d'ores et déjà des sites où typiquement aujourd'hui quand je veux faire ce qu'on appelle du crowdfunding par exemple, je suis obligé d'aller sur un site de crowdfunding comme Ulule, KissKissBankBank, etc. Demain, et c'est déjà à l'œuvre aujourd'hui, il y a des prototypes dans lesquels je ne suis plus obligé de passer par ça et je vais faire un crowdfunding auprès de mon réseau social uniquement. Et j'ai plus besoin, mon crowdfunding va se passer en pair à pair. Donc je vais dire quel est mon projet et je vais permettre à des gens qui croient en moi, qui ont confiance en moi justement, de financer mon projet parce qu'ils y croient. Parce que je leur ai amené les bons arguments, et tout ça en étant très sécurisé. Donc on voit bien que la vitesse à laquelle vont les choses, lorsque j'ai vu le phénomène Uber par exemple, avec les taxis qui se plaignaient, dans très peu de temps, ça va être les chauffeurs d'Uber, parce que, en fait, c'est même pas les chauffeurs, c'est la société Uber qui va potentiellement disparaître. Parce que l'algorithme va être présent partout. Et la vraie question qui se pose désormais, c'est quel est le rôle de la société civique, quel est le rôle de l'État dans ça, et est-ce qu'on peut imaginer des biens communs autour de ces plateformes qui seront de plus en plus distribuées. Donc ça ne sera plus des plateformes, mais ça sera du code informatique. Et donc va se poser la question, à qui appartient ce code? Est-ce que ce sont des États qui vont se l'approprier? Est-ce que ce sont des entreprises privées? Ou est-ce qu'au contraire, ça va faire partie du bien public, un peu comme les Wikipédia? Donc on va arriver à ça bientôt, avec des questions fondamentales pour notre système économique. Quelles questions fondamentales pour notre système économique? En fait, c'est typiquement, est-ce que l'entreprise continue sous sa forme actuelle à être sur une logique de croissance prédatrice et en compétition avec d'autres entreprises, ou est-ce qu'un secteur comme par exemple celui du transport va pouvoir prendre une dimension de bien commun, typiquement, sans parler même des voitures autopilotées, hein, mais rien qu'avec ce concept d'Uber qui va se faire ubériser par de la confiance distribuée, c'est pourquoi irais-je donner, lorsque j'ai besoin de me rendre dans un lieu, quelqu'un va pouvoir, parce qu'il y va, je vais pouvoir transactionner avec lui,
Il va me dire, ben voilà, ça va coûter tant, je suis d'accord avec ça. Alors en général, ça sera plutôt proposé par un algorithme, en fonction du trafic, en fonction de la voiture, en fonction de tout un tas de paramètres. Et là, j'aurais plus besoin d'aller payer une partie de cette transaction à Uber, parce qu'elle sera gratuite quelque part. Donc, alors, tout ça, j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, ce n'est pas prêt technologiquement, mais ça arrive très vite. Et des acteurs qui, pour l'instant, ont pignon sur rue et ont connu une croissance très rapide, hein, quand on regarde la croissance d'un Airbnb ou d'un Uber, ça a été très très vite. L'industrie traditionnelle a été très bousculée. Ben, demain, et assez rapidement, ce sont ces acteurs-là qui, à leur tour, vont être très bousculés. Oui, mais ce que vous me pourront être très bousculés. Ce que vous me décrivez là, finalement, n'est-ce pas tout simplement ce que Schumpeter avait décrit, à savoir un processus de création destructrice? Alors lui parlait de destruction créatrice. De destruction créatrice, vous avez raison. Oui. C'est-à-dire qu'une technologie en remplace une autre. Pendant un temps, elle a un rôle destructeur parce qu'elle elle détruit les modes de fonctionnement globalement. Ce serait Uber aujourd'hui. Et puis, une fois que qu'elle s'est largement diffusée, elle est créatrice de valeur, créatrice d'emplois. C'est ce que vous décrivez. Alors oui, sauf que là, en l'occurrence, il y a un certain nombre d'emplois qui vont être perdus. Donc ça pose aussi un certain nombre de questions d'ordre éthique et sur la raison d'être et sur le sens de qu'est-ce qu'être humain. Parce qu'on s'aperçoit que la technologie, alors on n'a pas parlé des robots, des algorithmes, etc., mais c'est aussi des secteurs qui nous bousculent parce qu'on se rend bien compte que tout un tas de métiers sont amenés à disparaître. Et que les métiers qui sont créés à côté ne sont pas dans les mêmes quantités. Donc ça va poser à nos sociétés des questions fondamentales sur le travail, sur le sens de la vie aussi, sur la question de la création. Alors je suis content qu'on aborde ça pour conclure, parce que vous aviez parlé de Schumpeter et de la destruction créatrice. Moi je crois qu'il faut parler plutôt de création avant tout, qui effectivement va détruire un certain nombre de choses, mais c'est créer quelque chose, et les autres choses à côté vont se détruire d'elles-mêmes, vont se déliter d'elles-mêmes. Et cette question de la création, à mon avis, elle est la suite logique de la question de la confiance. C'est ce que je dis d'ailleurs dans mon livre. Elle nous concerne tous, et aujourd'hui, il y a besoin de lieux comme celui-ci qui créent des contextes où on va pouvoir créer un contexte favorable à la créativité, à la création de chacun, et aussi à la création collective. Je vous remercie. Donc je vous rappelle Marc Tirel, auteur de Voyage en émergence, qui essaie de réfléchir à l'évolution de la notion de confiance dans l'univers des nouvelles technologies. Merci. Merci.